Au début du XXe siècle, les habitants du village d'Arc-et-Senans avaient l'habitude d'aller se faire photographier le dimanche devant un monument situé sur le territoire de leur commune. Une construction imposante et étrange, avec ses colonnes doriques, sa grotte artificielle, ses bâtiments aux allures de caserne, entourant une sorte de temple. Tout ici semble écrit dans une langue mystérieuse. Pourtant, ce n'est qu'une usine où l'on fabriquait du sel, une saline. Elle fut construite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle pour le roi de France, Louis XV, qui en a personnellement approuvé les plans. Elle fut achevée en 1779, 10 ans seulement avant la Révolution qui allait balayer l'Ancien Régime. Son architecte est à la fois homme de cour et homme de terrain, pragmatique et visionnaire, Claude-Nicolas Ledoux. Architecte du roi, il est le favori de l'aristocratie éclairée et des milieux de la haute finance, pour lesquels il construit châteaux et hôtels particuliers. Architecte philosophe, il est persuadé que seule l'architecture peut guérir l'humanité souffrante. Ou, comme il le dit dans son style si particulier, il n'existe pas un homme sur la terre qui ne soit susceptible d'être secouru par un architecte. Ledoux expose longuement ses idées dans un livre testament, l'architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation. Il y décrit des bâtiments dont il a seulement rêvé, comme cette maison que traverse une rivière, ou cet atelier destiné aux ouvriers fabriquant des cercles de tonneaux, et d'autres qu'il a effectivement construits, comme le théâtre de Besançon qu'il présente par cette gravure. La saline occupe une place primordiale dans ce livre qui franchit sans cesse et sans prévenir la frontière entre réel et imaginaire, et où l'architecture doit être lue comme un conte. En 1771, Ledoux a été nommé inspecteur des salines de Franche-Comté, une fonction lucrative. Le sel est un monopole royal et une des principales sources de revenus de l'État. En Franche-Comté, le sel provient de sources souterraines d'eau salée exploitées depuis l'Antiquité. La plus importante se trouve dans la ville de Salins. Mais à la fin du XVIIIe siècle, cette exploitation est en crise. La situation encaissée de la ville empêche d'agrandir l'usine et de moderniser la production. De plus, le bois nécessaire à la fabrication du sel commence à manquer dans les environs. Partant du principe que le transport de l'eau salée revient beaucoup moins cher que celui du bois, Ledoux propose de faire voyager l'eau vers la forêt par une canalisation de 20 km de long qui transportera une partie des sources souterraines de Salins dans la plaine de la rivière la Loue, près de la grande forêt de Chaux. On a là autant de place et de bois qu'il faut pour édifier de toutes pièces une nouvelle saline, à la fois monumentale et rationnelle. Elle comprendra un bâtiment central pour l'administration et la direction de l'usine, entouré de 2 ateliers pour la fabrication du sel, qu'on appelle des bernes, et de 2 pavillons réservés aux agents du fisc, les commis. Les ouvriers et leurs familles seront logés sur place dans 4 bâtiments, tous construits sur le même plan. L'entrée se fera par un portique monumental, entouré d'un lavoir, d'une boulangerie, du poste de garde et de la prison. Le plan en demi-cercle de cette véritable cité industrielle rappelle celui des théâtres antiques. Sur le diamètre se trouvent la direction et les ateliers, comme une scène vers laquelle convergent les regards. Sur le pourtour, les habitations, tournées vers la scène, comme des spectateurs. C'est un plan de géomètre, traduisant uniquement la vision de l'architecte,
ses préoccupations symboliques, voire mystiques. Ce demi-cercle, dit Ledoux, c'est la forme même de la voûte céleste, une forme aussi pure que celle du Soleil dans sa course. C'est par ailleurs un plan tout à fait rationnel. L'architecte aligne sur le diamètre du demi-cercle tous les bâtiments liés à la production qui forment l'usine proprement dite. Mais là où l'architecture classique aurait tout rassemblé en un bâtiment unique, Ledoux, au contraire, fragmente l'usine en bâtiments autonomes. Il fait de même pour les habitations par souci de sécurité et d'hygiène. En séparant les bâtiments les uns des autres, il diminue les risques d'incendie et aère la saline en l'ouvrant à tout vent. Un mur d'enceinte entoure les 11 bâtiments et fournit à l'architecte des espaces de rejet où il peut cacher tout ce qui pourrait encombrer le demi-cercle central et gâcher la vue. Derrière les ateliers, les stocks de bois pour la fabrication du sel. Derrière les habitations, des jardins pour les ouvriers. Ce mur, qui fait de la saline un monde totalement clos, protège le sel royal des malveillants, du dedans et du dehors, des ouvriers voleurs et des contrebandiers, brigands et déserteurs qui ont trouvé refuge dans la forêt de Chaux. Face à la forêt, l'usine a des allures de forteresse, d'avant-poste du pouvoir royal en territoire hostile. À l'avant, au contraire, le mur semble s'ouvrir. L'architecte l'a escamoté, créant ainsi une sorte d'esplanade devant le bâtiment central du pourtour. Ce retrait lui permet de mettre en valeur le monument qui orne l'entrée de la saline. Un portique majestueux, porté par 8 imposantes colonnes. C'est une entrée royale pour une usine royale. Mais ce n'est en même temps que l'entrée d'une usine. Le portique n'est qu'un décor, plaqué au bâtiment central, dont l'architecte a tout simplement coupé l'arrière, sans chercher à arranger ou à habiller la brutalité de ce collage. Ledoux revendique ce traitement. Pour lui, construire c'est assembler et non pas modeler. Son art est un art du contraste et de la disjonction. Passé les colonnes, on découvre un amas informe de pierres sculptées, un second décor, celui d'une grotte, une grotte artificielle, comme le XVIIIe siècle aimait en créer dans ses jardins. On est au théâtre. Les colonnes blanches du portique font rideau devant la grotte et ménagent la surprise de sa découverte. Pour Ledoux, la grotte incarne les sources souterraines de Salins, mais aussi le chaos primordial et la lutte entre la lumière et les forces des ténèbres. C'est le début d'un parcours initiatique dont les références mythologiques doivent parler aux visiteurs cultivés. Mais c'est en même temps un passage réel, l'unique entrée de l'ensemble, un point de contrôle où les ouvriers étaient fouillés à la sortie pour vérifier qu'ils n'avaient pas volé de sel. Après la grotte, le visiteur de la saline se retrouve dans le vide, dans un espace hors échelle, où il semble qu'on ne peut jamais échapper au regard de l'autorité. Le demi-cercle, c'est aussi la figure sinistre de la surveillance, symbolisée par le grand oculus qui perce le fronton de la maison du directeur comme un œil géant. La surveillance ici est plus symbolique que réelle, mais pour Ledoux, elle était incontestablement un des atouts de son plan. Rien n'échappe à la surveillance placée au centre des rayons, écrit-il. Elle a 100 yeux ouverts quand 100 autres sommeillent, et ses ardentes prunelles éclairent sans cesse la nuit inquiète. Ces ardentes prunelles sont en fait 2 grands fanaux qui devaient éclairer la saline de nuit, mais qui, pour des raisons d'économie, ne furent jamais construits. Aujourd'hui, cette dimension carcérale de la saline frappe d'autant plus qu'il ne reste plus rien d'autre. La généralisation de l'usage du charbon a rapidement privé l'usine de son principal atout économique. La saline a périclité au gré des changements de propriétaires,
jusqu'à la fermeture définitive en 1926. Et toute la mémoire d'un siècle et demi d'activité industrielle et de vie ouvrière fut ensuite effacée par les mésaventures successives des bâtiments, qui devinrent tour à tour ruines, casernes, camps de concentration pour gitans pendant la Seconde Guerre mondiale, et enfin actuellement centres culturels, ce qui n'est pas si mal quand on pense que dans les années 50, il était question de les transformer en silos à grains. Les bâtiments aujourd'hui restaurés sont fidèles à la conception originale de Ledoux, mais à l'extérieur uniquement. Pour l'intérieur, il ne nous reste que les plans et les commentaires de l'architecte. On sait par exemple que les bâtiments des ouvriers et de leurs familles prévoyaient dans le pavillon central une cuisine commune autour d'une grande cheminée, tandis que les familles habitaient les deux ailes. Mais aujourd'hui, ces maisons ne sont plus que des coquilles vides, où seule la charpente garde encore la trace de l'ancienne présence humaine. Dans les grands ateliers de fabrication du sel, même la charpente a disparu, remplacée dans les années 30 par des arceaux de béton. Reste le volume de cet énorme toit d'un seul tenant, autrefois noyé dans les vapeurs et les fumées. Le sel était obtenu par évaporation des eaux salées, qu'on faisait cuire dans 8 grands poêles, alimentés jour et nuit. La chaleur dépassait les 60 degrés. Probablement l'enfer pour ceux qui travaillaient là, mais pas pour Ledoux, qui nous a laissé de l'atelier cette coupe qui montre le bâtiment, les poêles et le feu au travail, sans l'assistance d'aucun humain. L'usine idéale, l'usine sans ouvriers. Et apparemment sans cheminée. En fait, l'architecte les a déguisés. Fumée et vapeur étaient évacuées par les fenêtres de ces chiens assis. Reste cette démesure des bâtiments. Loin d'être anecdotique, elle est au cœur du projet et des préoccupations de l'architecte. Comment parvenir à donner un caractère monumental à un ensemble aussi grand, avec des moyens limités? Comment habiller l'usine? La question même de l'architecture industrielle. Un seul motif décoratif scande les murs nus de la saline. Une urne inclinée d'où s'écoule une eau qu'on devine salée. Une figuration naïve qui tire pourtant de son dépouillement une force singulière. L'absence totale de transition entre la maçonnerie et la sculpture fait surgir brutalement les urnes de la surface plane, comme si elles avaient traversé le mur. Mais plus encore que les urnes, ce sont les bossages, ces pierres qui font saillie sur le nu du mur et dont les joints sont mis en valeur, qui constituent le véritable élément décoratif de la saline. Un motif simple, animé par le jeu de la lumière, dont Ledoux se sert pour souligner ce qui compte à ses yeux. Les fenêtres, mais uniquement celles de la façade principale, celles de l'arrière n'étant que des ouvertures. Les angles, que le bossage habille et semble renforcer. Le pavillon central des habitations, dont le bossage fait ressortir la prééminence par rapport aux ailes. Vous qui voulez devenir architecte, commencez par être peintre, écrit Ledoux. Que de variétés vous trouverez sur la surface inactive d'un mur. Voilà ce que peut faire l'artiste quand la dépense est limitée. De ce travail sur le seul relief de la pierre, Ledoux tire des effets capables, c'est son obsession, de rivaliser avec l'échelle gigantesque de la saline, comme ces avant-corps qui, en prenant la lumière, brisent la monotonie massive des ateliers et projettent à grande distance une image forte. A l'inverse, quand la distance lui manque, comme c'est le cas avec les pavillons réservés aux agents du fisc, les commis, collés contre l'extrémité des ateliers, l'architecte n'hésite pas à creuser la façade par une niche qui suffit à recréer une illusion de profondeur. Aux grands effets nécessités par la vision à distance,
se substitue ici un travail de détail jouant sur les variations de texture et de couleur de la pierre et de la brique. Chaque bâtiment reçoit ainsi le traitement qui convient à sa fonction et à son rang. C'est un monde ordonné où les habitations font cercle autour de la saline, tout comme les ouvriers sagement rassemblés autour du foyer commun, tandis que la fumée de la cheminée communautaire se mêle aux vapeurs de l'usine pour aller se joindre aux nuages. L'homme productif participe ainsi au grand cycle de la nature. L'eau issue de la terre et transformée par ses soins monte au ciel et s'apprête à retomber à nouveau. Comme tous les architectes européens depuis la Renaissance, Ledoux accorde une importance particulière à la colonne qui incarne alors l'essence de l'architecture savante fondée sur les modèles antiques. Et comme ses confrères, il se sert de la colonne pour signaler l'exception. À l'entrée de la saline, il utilise la colonne dorique, qu'on associe symboliquement à la naissance de l'architecture. Mais pour marquer le statut exceptionnel de la maison du directeur, le cœur de l'entreprise, il lui faut autre chose que ces colonnes déjà vues. Il s'écarte alors des ordres classiques. Les colonnes qu'il invente pour la maison du directeur représentent un nouvel ordre, le seul qui convient selon lui à l'architecture industrielle. Seul un accès de délire, dira un critique de l'époque, peut expliquer ces assemblages fantastiques, ces portiques barbares. Par barbare, il faut entendre ici l'opposé de la colonne aux fûts polis et aux joints invisibles. Les colonnes de Ledoux s'affichent comme un simple empilement de pierres taillées, alternativement rondes et carrées, le cercle et le carré étant pour Ledoux les deux lettres clés de l'alphabet de la création. Cette simple alternance composant avec la lumière et l'ombre génère un décor complexe à la fois riche et sobre, imposant, mais sans dépenses inutiles. Les façades latérales du bâtiment sont totalement nues. C'est encore de l'économie, mais il s'agit cette fois d'une économie imposée. Dans son premier projet, la maison du directeur était complètement entourée de colonnes et de pilastres. Mais cela coûtait bien trop cher et Ledoux dut renoncer aux colonnes du pourtour et à l'imposant dernier étage qui devait couronner l'édifice. Le monument n'a été sauvé qu'en façade. Privé de colonnes, l'arrière offre le visage plus banal d'un bâtiment de fabrique. Et il a beau être le plus important, il est aussi soumis aux impératifs de la production. Le long des ateliers, Ledoux a prévu de grands auvents qui permettent de transporter le bois et le sel à l'abri des intempéries. Mais pour passer d'un atelier à l'autre, il faut sortir à découvert et contourner la maison du directeur. Qu'à cela ne tienne, pour rétablir une liaison rationnelle et abritée, Ledoux n'hésite pas à percer la maison du directeur en plein milieu par un passage couvert et carrossable qui la traverse de part en part. La maison du directeur est en fait à la croisée des lignes de force du projet. D'un côté, la ligne rationnelle de la production sur le diamètre du demi-cercle, de l'autre, la ligne symbolique qui relie entre elles les deux colonnades, un trajet initiatique qui commence par une grotte et aboutit à un temple. Car dans ce qu'on appelle la maison du directeur, le directeur terrestre n'occupe que peu de place.
Tout le volume central du bâtiment était vidé. C'est la nef d'une église, où les ouvriers de la Saline assistaient à l'office chaque dimanche, rassemblés sur les marches du grand escalier, qui, à l'époque de Ledoux, allait de mur à mur, et dont il ne reste aujourd'hui qu'une maigre réplique. Le prêtre se tenait tout en haut des 60 marches. Il fallait détruire les lumières divergentes, les accessoires qui atténuent et divisent l'impression des grandes lignes, pour inviter les fidèles au recueillement, écrit Ledoux en commentant cette gravure. Il fallait que la lumière qui tombe sur le sacrificateur fût l'image de la grandeur et de la majesté suprême. La fenêtre d'où tombait cette lumière est toujours là. Et juste en dessous, un des plus petits bâtiments de la Saline, les écuries du directeur. Humanité peu reconnaissante, quand sentiras-tu tout ce que tu dois au monde animal, écrit l'architecte à propos de ce bâtiment. L'écurie est placée sur le même axe que la grotte et le temple. C'est encore un passage qui mène à une dernière porte qui s'ouvre sur une toute autre dimension du projet. Dans les champs où passe aujourd'hui le train de Besançon, l'architecte avait prévu d'élever une ville nouvelle, une ville à la campagne, débarrassée de toutes les tares de la ville malade, la ville réelle. La ville aurait fermé le cercle comme le complément urbain de l'usine. Ledoux a dessiné les plans de cette ville idéale de Chaux et de ses bâtiments principaux. Le temple de la mémoire, le cimetière, la maison close, la forge à canon royale. La révolution de 1789 coupe court à ses projets. Emprisonné pendant 1 an sous la Terreur, Ledoux échappe de justesse à la guillotine. Mais sa carrière est finie. Il ne construit plus rien jusqu'à sa mort en 1806. Le XIXe siècle ne comprend ni son classicisme, ni sa modernité. Devenu indéchiffrable, son œuvre ne paraît plus qu'excentrique et tombe dans l'oubli. Il faut attendre le XXe siècle pour qu'il soit redécouvert. On fait de lui un prophète du mouvement moderne, un ancêtre de Le Corbusier. Ironie de l'histoire, au moment où survient cette reconnaissance tardive, la Saline vit ses derniers moments. Le 29 avril 1926, l'ultime propriétaire, furieux de la décision des monuments historiques de classer le bâtiment, fait sauter le portique de la maison du directeur à la dynamite. Cet acte de vandalisme marque le début de la reconstruction de la Saline telle qu'elle est aujourd'hui, un grand corps vidé de sa substance, une œuvre imposante et étonnante, mais curieusement dépossédée de sa propre histoire, comme si cette architecture, par sa démesure et par sa visée, refusait de donner prise à l'anecdote, à la simple marque humaine. En dessinant les plans de sa ville idéale, Ledoux avait légèrement modifié la topographie des environs pour cacher dans le paysage, à la manière d'un rébus graphique, les silhouettes des animaux qui, selon Vitruve, devaient présider à la fondation d'une ville. Le lièvre, l'écrevisse, la baleine et le chien. Si les animaux l'avaient voulu, on vivrait dans un autre monde. Le pont sur la rivière aurait pour pilier des bateaux dématés. Le groupe scolaire offrirait aux écoliers colonnes, galeries et fenêtres. Les morts du village reposeraient en paix dans une grande sphère à demi enterrée, tandis que les vivants iraient faire leurs courses en profitant de l'architecture. Et pendant ce temps, dans l'oculus de la maison du directeur, la caméra de surveillance regarderait passer les nuages.